Je suis ravie de vous accueillir donc sur scène. Donc Juliette Delanoë, tu es cofondatrice. Alors, je vais tous vous voyez, ce sera plus simple. Cofondatrice et CMO Double, une solution d'identification, de vérification de l'identité numérique. Paul Frambaud, donc cofondateur, président de Morpholabs. Alors c'est dans la finance décentralisée, protocole, voilà, on va peut-être pas aller trop dans le détail, c'est hyper complexe. La commandante Émilie Mercier, donc chef d'escadron, chef du département stratégie, commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Ça paraît compliqué quand vous le dites. J'avais pas répété, mince. Et enfin Ingrid Solner, CMO de Tetris, une société dans la cybersécurité, et vous venez d'ailleurs de lever 44 millions d'euros, ce qui est un record. Enfin, en tout cas, c'est une somme hyper importante dans le secteur, donc on est super contents. Et je suis en plus très contente parce qu'on a 3 femmes qui vont parler de cybersécurité sur scène. C'est assez rare, on va le souligner quand même. Désolée, Paul. Non, mais avec plaisir. Bon. Du coup, d'ailleurs, c'est toi, allez, honneur aux hommes, pour une fois. Tu vas commencer. C'est quoi aujourd'hui, alors, le budget, d'ailleurs, d'une société dans la crypto, ton budget d'investissement dans la cybersécurité? Oui, alors rapidement, juste pour l'évoquer, je vais juste toucher 2 mots sur Morpholabs. Les crypto-monnaies, ça permet de faire des échanges d'argent sans banque. Morpho, ça permet de faire des prêts et des emprunts sans banque. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc en gros, notre job, c'est de faire des algorithmes, de les développer, de les inventer et de les pousser sur la blockchain. Et c'est sur la blockchain que les gens vont aller pour faire des prêts et des emprunts. Et il faut que ces algorithmes soient sécurisés. Et donc, on a un gros budget sécurité pour nous. Donc ça représente environ 20%, 25% de tout notre budget. Donc c'est à peu près 5 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Donc pour une start-up qui a à peine 1 an, c'est beaucoup. C'est parce que tu as levé aussi Oui, vous avez levé beaucoup d'argent. On a levé 20 millions, mais voilà, donc c'est extrêmement conséquent. Il y a de très nombreuses pratiques dans la blockchain, notamment sur les smart contracts, donc ces algorithmes qu'on va programmer pour permettre des services financiers. Donc ça passe par des audits, donc tout simplement des gens qui vont review le code manuellement. Dans la blockchain, ça coûte extrêmement cher. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour quelques centaines de lignes de code. Il faut en effectuer plusieurs, la majorité du temps. Puis après, il y a les tests automatiques. Il ne s'agit pas seulement de relire le code. On a des bounties, donc tout un chacun peut lire le code et s'emparer d'une bounty de près de $1 million s'il trouve un bug. On a aussi de vérification formelle, donc c'est une discipline qui consiste à prouver formellement le code, c'est-à-dire établir des modèles mathématiques qui vont prouver que le code ne contient pas de bug. Donc c'est tout un tas de pratiques qui coûtent extrêmement cher à l'écosystème et qui globalement vont faire qu'on dépense énormément, un quart quasiment de notre budget. Pour donner un ordre de grandeur, on avait fait une première levée de fonds de $1 million. Sur les $1 million, on a dû dépenser 600-700 000 $ en sécurité. Donc c'est vraiment super crucial pour quelqu'un qui veut faire de la finance décentralisée ou de la DeFi. J'ai peut-être pas mentionné le nom, mais c'est ce qu'on fait. Et voilà, dans l'idée. Juliette, un peu la même question. Alors, et puis en précisant qu'en plus, Hubble est une start-up, mais vous avez été racheté récemment. Là, c'est bon, c'est signé, vous m'avez bien dit, par j'ai perdu mon checkout, un PSP. Oui, déjà merci pour l'invitation. Hubble, on vend un service de vérification d'identité à distance. Donc on s'est lancé en 2018 et on a plus de 80 clients, dont des grands noms du type Crédit Agricole. On travaille avec BPI France, on travaille avec le ministère de la Culture française, avec un développement commercial principalement sur la France, mais une solution qui est directement mondiale. Nous, on est une solution de cyber à destination de nos clients. On est aussi un service provider qui consomme énormément de données personnelles et qui a la possibilité d'être attaqué. Donc on est aussi implémenteur de solutions cyber pour protéger nos propres systèmes. Et on est également soumis à des certifications par l'ANSSI qui font que on doit aller encore plus loin que parfois ce que le business nous pousserait à faire, puisque l'ANSSI a des références d'exigence qui sont généralement assez ambitieuses sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que la cyber, c'est notre univers. On est aussi, à un certain titre, une fintech,
Mais voilà, donc quand tu me demandes la part du budget cyber, en fait, c'est quasiment 100%, parce que nous, on fait de la cyber, c'est notre métier. Après, si on regarde sur la pure sécurisation de nos systèmes, c'est-à-dire bloquer les attaques, etc. Donc, comme on a beaucoup investi sur la certification qui s'appelle PVID, donc pour prestataire de vérification d'identité à distance, qui est une certification qui va être notamment très utile pour les fintechs, puisqu'elle permet de faire des entrées en relation en quelques minutes, avec des niveaux de sécurité qui sont plutôt excellents. Eh bien, voilà, c'est quasiment un an de roadmap à 100% sur vraiment de la sécurisation de bout en bout d'un système qui est quand même globalement complexe, avec des opérateurs humains. On a nos machines, bien sûr les environnements de développement, mais les locaux. Ça touche quasiment tout, en fait. Donc voilà. Ingrid, est-ce que Tetris a des clients, que ce soit des fintechs ou alors des cryptos? Pas particulièrement. Bonjour et merci déjà pour l'invitation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on édite une solution logicielle qui sécurise les entreprises en détectant et bloquant les cyberattaques en temps réel. Et on place nos agents logiciels sur les ordis, les serveurs, les réseaux, les téléphones portables, etc. Donc les différents finalement équipements des systèmes informatiques des entreprises. Et en fait, ce qu'on voit là, dans l'échange qu'on vient d'avoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'entreprise et d'exposition dans le secteur financier, d'exposition à la cybermenace. Il y a la banque de commerce traditionnel, on va dire, enfin, traditionnel si on peut dire, parce que ça n'existe plus trop, mais qui a les enjeux finalement d'une entreprise à peu près de tous les secteurs d'activité. Sécuriser la bureautique, sécuriser les machines de type distributeur de billets, sécuriser tous les flux de données aussi, parce qu'il y a beaucoup de données personnelles dans le secteur bancaire. Banque assurance, avec la notion de filiale et de petites boutiques, ou finalement comme dans du commerce. Et puis se rajoute là-dessus la problématique, le sujet de la blockchain et des smart contracts et la sécurisation effectivement de tous les protocoles que développent les collègues de la table ronde, puisqu'ils sont clairement ciblés. D'ailleurs, on en parlait au café. Et voilà, il y a 3 milliards de dollars de crypto-monnaies qui ont été dérobées l'année dernière. On parle de big money. Donc il y a ces enjeux-là qui s'ajoutent, et effectivement les enjeux de vérification de l'identité. D'ailleurs, l'identité, c'est un vrai sujet aussi sur le sujet de la blockchain. Bref, on est tous imbriqués. Émilie, est-ce que vous voyez beaucoup d'ailleurs passer des dossiers, en tout cas des choses sur les cryptos ou pas dans votre... Je ne sais pas si mon micro fonctionne, mais la lumière ne s'allume pas. Donc bonjour, je suis au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Alors en fait, nous, on intervient finalement quand vous avez échoué, si vous permettez. Et si toutefois vous échouez. Et, bon, en fait, non, mais sérieusement, les crypto-monnaies, c'est finalement un moyen qui permet facilement d'anonymiser, de dissimuler et de faire circuler finalement des capitaux qui ont été acquis illégalement, donc par extorsion, par rançongiciel, fraude, traite des êtres humains, tout ce qui est trafic illicite, etc. Donc c'est quand même, je sais que ça vous plaît pas ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Il y a une part de vrai. Oui. Il y a une part de vrai. Merci de l'avouer, Paul, de le reconnaître, pardon. En fait, donc la gendarmerie s'est organisée finalement en prenant le cyberespace comme un territoire dans lequel il faudrait exercer l'ensemble de nos missions pour sécuriser finalement les usages et lutter contre à la fois la criminalité organisée, crime as a service, les plateformes. En gros, je pense que la plupart des gens connaissent, mais l'idée c'est de développer des plateformes qui permettent d'utiliser, comme Amazon finalement, de vendre des identités dérobées, des codes de carte bancaire, mais aussi de proposer tous services illégaux d'atteinte aux personnes ou aux biens. Donc lutter contre cette grosse criminalité organisée, mais aussi contre la délinquance de masse qui vise les populations plus vulnérables, qui sont les particuliers, TPE, PME, collectivités. Et donc on s'est organisé finalement avec ce grand commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. L'idée, c'est de coordonner l'ensemble de nos actions. Donc aussi bien prévention, investigation, expertise numérique, donc c'est le recueil de la preuve numérique. Quand le fait a été commis, il va falloir qu'on retrouve les traces finalement pour recueillir les preuves et présenter devant la justice les auteurs. Et également tout ce qui est connaissance de la menace, anticipation et gestion de crise. Donc pour ça, il y a entre 8 et bientôt 10 000 cyber-enquêteurs qui sont répartis sur toute la France pour ce qui est de la gendarmerie nationale, avec des compétences dans plusieurs domaines, notamment
les fintechs qui sont capables finalement de tracer, d'identifier des portefeuilles de crypto et puis de les saisir in fine, puisque quand ils ont été acquis légalement, et c'est souvent le cas dans les affaires qu'on traite, pour faire de l'avoir criminel et finalement mettre un coup d'arrêt ou en tout cas un bon coup au portefeuille des délinquants. Voilà. Je me permets juste de contraster un petit peu avec l'écosystème blockchain et tout. C'est vrai que ça a pendant très longtemps facilité beaucoup le financement de crimes, etc. parce que c'était encore méconnu des services de police. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un des moyens les plus déconseillés pour faire du crime ou du financement de crime, parce que finalement, tout peut être retrouvé et c'est un peu techniquement long à mettre en place les procédés, mais je suppose que ça commence à être très bien organisé. Toutes les demandes de rançon aujourd'hui se font en Bitcoin ou en blockchain. Toutes les demandes de rançon dans le cadre de rançon logicielle. Beaucoup plus des blockchains maintenant qui sont anonymisés et qui sont pas de l'ordre du Bitcoin ou de l'Ether, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des blockchains type Monero, etc., qui là ont des technologies d'anonymisation qui posent réellement problème. Mais c'est deux catégories c'est vraiment deux catégories de blockchain à distinguer qui, à mon humble avis, devraient avoir deux caractérisations juridiques aussi différentes. Mais aujourd'hui, Après, ce que je peux dire quand même, Paul, c'est que malgré toutes les techniques qu'on pourra mettre de sécurisation des identités, de protection de tous les dispositifs, de tous les usages, en fait, la délinquance s'adapte en permanence. Il y a des grosses techniques d'ingénierie sociale qui sont développées, finalement assez simples, ils sont très malins. Vous pouvez mettre de la 3D Secure, de la DSP2, bientôt 3, enfin double, triple authentification. Ils trouvent d'autres moyens. Ils appellent, finalement, ils utilisent des techniques qui font que la personne, enfin la victime elle-même fait passer les barrières de sécurité. Alors, donc pour en réalité, dérober il y a toujours un moyen. Pour dérober des fonds ou pour financer. Oui, pour dérober des fonds, dérober je suis complètement d'accord. La blockchain, fraude, c'est le meilleur endroit pour se faire dérober des fonds. Par contre, pour ce qui est financement d'activités illicites, ça reste quand même. Si quelqu'un voulait faire du financement d'activités illicites, je déconseillerais très fortement la blockchain aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus traqué. Tu veux dire que tu déconseillerais totalement les activités illicites ? Bien sûr, bien sûr. Mais ce que j'entends par là, c'est que on associe trop souvent blockchain à un moyen simple et efficace d'anonymiser du financement. C'est pas du tout le cas. Pendant longtemps, c'était un truc de niche, donc il y avait beaucoup de transactions qui s'effectuaient, qui permettaient des activités illicites. Aujourd'hui, c'est très facile de retrouver les gens au travers qui interagissent avec la blockchain. Juliette, elle voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire qu'il y avait, pour parler un peu de l'intensité de la menace et de quoi on se parle en termes de fréquence, en fait, quel est le volume de fraude et de tentatives. Nous, on a vérifié depuis le lancement de Bubble des millions d'identités en ligne, etc., qu'on voit passer. Et le chiffre qu'on détecte, donc il y a une partie qu'on ne détecte pas, on pense qu'elle est petite, mais voilà, c'est ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. C'est 6% des identifications qu'on reçoit qui sont frauduleuses. Donc on se parle d'une intensité de la menace qui est quand même élevée. Et donc j'ai pas de chiffres à partager de manière spécifique sur la blockchain, mais ce que je sais, c'est que sur le prêt, il y a une intensité qui est bien plus forte. C'est-à-dire qu'on va aller taper du 10-15% sur certaines solutions. Donc voilà. Donc si on fait blockchain plus prêt, je comprends qu'on investisse dans la cyber. C'est morpho. Je pense que c'est pour ça que je dis ça. Pardon, je me permets, j'ai une question en fait sur ce chiffre. C'est du coup 6% des identifications qui s'avèrent être frauduleuses, c'est ça ? Mais est-ce qu'on sait si c'est seulement un petit groupe de personnes qui vont effectuer plusieurs tentatives et qui du coup vont représenter 6%? Est-ce qu'on a un peu des infos sur à quel point ça représente beaucoup de personnes, ou si c'est des petits groupes qui vont perpétrer beaucoup de menaces? Y a je vous laisserai compléter, parce que je pense que vous avez des éléments à partager, mais moi je rejoins tout à fait l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a des mafias qui font des attaques qui ont plutôt tendance à être volumiques.
Et à côté de ça, il y a de la petite délinquance où c'est quelqu'un qui va tenter un peu de chez lui. On raconte souvent la blague des ados, parce que nous, on a quasiment 100% de part de marché sur les néobanques pour adolescents en France. Et les adolescents, c'est mignon. Ils piquent les cartes d'identité dans le portefeuille de leurs parents la nuit. Ils sautent devant les parents, devant la télé. Les parents, on voit qu'ils comprennent rien. Ils sont en train de regarder un film et puis c'est pour faire de la reconnaissance faciale. Donc ils se mettent des fausses moustaches et tout. C'est mignon. Mais en fait, c'est une petite portion. Donc on voit les deux. Moi, j'ai l'impression que la délinquance de masse est plus importante en termes de volume que la partie mafia. Par contre, la partie mafia, quand elle décide d'attaquer sur un mode de fraude qui potentiellement va pouvoir marcher pendant une longue durée, qui va aller taper des use cases sur lesquels il y a un fort impact économique, ça fait mal. Ça fait plus mal, en fait, même si les volumes sont plus petits. Oui, effectivement, il y a la criminalité organisée qu'on vient de souligner, mais il y a aussi beaucoup de délinquance d'opportunité. Et en fait, il y a des infractions qui sont commises qui sont typiquement cyber, le rançongiciel, la fraude, mais il y a aussi le cyber comme moyen pour des infractions plus traditionnelles, extorsion, vol, escroquerie, abus de confiance, etc. Et en réalité, ça touche, ça impacte tout le monde. Qui aujourd'hui dans la salle n'a jamais reçu un SMS de hameçonnage parce que le compte Netflix ou Disney+ est arrivé à échéance Ou même personne, je sais pas personne n'est épargné en fait. Et ça c'est une réalité. Et au bout de chaîne, on utilise finalement les cryptos pour dissimuler les fonds acquis illégalement. Donc il y a beaucoup de leviers. Il y a des solutions techniques, mais il y a aussi beaucoup de prévention à mener. De sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Si on arrive à faire ça, peut-être qu'on mettra quelques coups d'arrêt. Mais bon, ils s'adapteront toujours. Ingrid, c'est quoi un peu aujourd'hui les grandes menaces, en tout cas les types d'attaques que vous voyez plus là chez Tetris? Est-ce qu'il y en a aussi des spécifiques un petit peu au secteur banque-assurance? Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça ici. En fait, effectivement, c'est ce dont parlait Émilie, smishing, phishing. Smishing, la même chose que phishing, mais par SMS. Et d'ailleurs, pour faire le croisement avec la journée, on en parlait en préparant la table ronde, on peut même recevoir un smishing, mais pas de faux compte Netflix, même de faux compte BNP. Comme ça, on fait cumul de jusqu'à... J'ai reçu ça encore il y a quelques jours. Ce qu'on voit principalement, effectivement, c'est deux grosses catégories d'attaques. On en parlait aussi avant. Les attaques qui visent à vous saboter votre activité, donc à vous bloquer, à verrouiller les postes de travail, etc. En gros, ransomware derrière. Et les attaques qui visent à vous espionner. Donc on dit cybersabotage, cyberespionnage. À noter que parfois, le mieux, c'est encore de faire la somme des deux. Comme ça, à la fois, on vous exfiltre vos données, on les envoie dans du darknet, et on vous bloque votre activité le temps que vous payez. C'est ce qu'on appelle double extorsion aussi. Comme ça, vous avez à la fois une fuite de vos données et vous êtes bloqué. Ça, c'est ce qu'on voit la majorité du temps. Comment ça arrive dans l'entreprise? Parce que c'est ça qui compte. Comment ça vous touche et qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, prévention, parce que en 1, phishing comme entrée. En 2, système non mis à jour. Donc ça, on a aussi d'ailleurs parfois dans le secteur banque-assurance des systèmes d'exploitation, des systèmes ou des logiciels qui sont métiers, qui sont importants pour le métier, mais qui ne sont pas tous nécessairement hyper à jour, ou qui tournent sur des ordinateurs un peu anciens, parce que ça aide parfois de garder des systèmes d'exploitation un peu anciens pour faire tourner certaines applications métiers. Bref, les attaquants, ils ont bien compris qu'il restait des failles dans WinXP, les vieux OS comme ça. Donc c'est un vecteur d'entrée. Donc vecteur d'entrée, la faute humaine, si on peut dire, d'avoir cliqué sur le mauvais lien, mais enfin bon, on va pas trop accuser aux négligences ou voilà, mais en même temps les gens ils font en général ce qu'ils peuvent. Donc phishing, système non mis à jour, c'est les deux principaux vecteurs d'entrée. Et du coup, prévention, sauvegarde, gestion de ses mots de passe et double, triple identification, on en parlait. Et puis des systèmes pour détecter, bloquer les cyberattaques. Paul, dans la crypto, il y a des attaques un peu particulières. Alors, je ne sais pas si vous en avez connu. Est-ce qu'il y a des spécificités? Sinon, on a pu voir des choses un peu originales chez d'autres acteurs. Ouais, complètement. Il y en a plein. Alors, il y en a plusieurs types. Je dirais la première, la plus courante, quand on est un peu dans l'écosystème crypto, blockchain, il faut avoir conscience que il n'y a pas de banque, donc du coup...
la custody des fonds, l'appartenance des fonds, elle dépend que de la personne qui détient les fonds. C'est-à-dire que ce qui donne l'accès à ces fonds sur une blockchain, c'est globalement une suite de chiffres qu'on appelle une clé privée ou une clé qu'on doit, c'est à l'utilisateur de la sécuriser. Et c'est le nerf de la guerre, un des nerfs de la guerre de la blockchain. Il y a plein d'entreprises sur le coup, dont une licorne française, Ledger, qui aide à sécuriser ce mot de passe. Enfin, c'est pas vraiment un mot de passe, mais c'est des clés privées, disons. Et donc, ce qu'on voit le plus souvent dans l'écosystème blockchain, c'est du phishing à clé privée. Voilà, essayer de vous faire rentrer cette fameuse suite de chiffres quelque part, parce qu'une fois qu'on les a, on peut tout faire. On vole votre identité, votre argent, tout. Et donc, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc, il y a un peu de tout, phishing, mais il y a aussi beaucoup d'usurpation d'identité. Donc, nous, chez Morpholabs, on s'est fait usurper notre identité. Je ne sais pas combien de comptes j'ai vu avec mon nom et ma photo. Ça fait bizarre d'ailleurs la première fois, mais... qui envoie des messages aux gens qui utilisent Morpho, mais qui envoie aussi des messages à mes collègues. Voilà. Et puis, il y a des acteurs de plus en plus élaborés et des mafias qui vont aller un peu plus loin dans l'usurpation d'identité, qui vont apprendre à vous connaître pour usurper votre identité et contacter vos collègues. Nous, on a été cible de plusieurs attaques comme ça, la plus mémorable étant une qui est suspectée de Lazarus Group, qui est il n'y a pas vraiment on connaît en réalité assez peu de choses sur le Lazarus Group, mais c'est a priori la division nord-coréenne de cyber-hacking, je ne sais pas comment on pourrait dire. Cyber-mercenaires, voilà. Qui sont spécialisés dans le social engineering. Donc, ils sont très, 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 très forts. Et ils peuvent arriver jusqu'à même mettre des employés dans les projets crypto, pour essayer pendant plusieurs mois pour tirer les fonds des projets. Donc c'est vraiment un peu flippant, mais voilà, c'est des réalités. Donc nous, on a été ciblés de plusieurs attaques de leur part. Voilà, donc ça c'est au sein des équipes. Et maintenant, il y a les algorithmes. Dans la finance décentralisée, alors c'est l'écosystème dont je parlais au tout début du talk, mais en gros, la finance décentralisée, c'est des algorithmes qui vont reproduire les primitives financières qu'on trouve dans la finance, donc le prêt, l'emprunt, passer d'un asset à un autre. Ça, c'est des algorithmes qui se trouvent sur la blockchain, donc le code est décrit sur la blockchain. S'il y a une faille, quelqu'un peut s'en emparer et peut tirer les fonds qu'il y a sur la blockchain, en exploitant le code. Et donc ça s'est vu. Encore il y a quelques jours, il me semble, ils sont partenaires de l'événement, mais il y a des très grosses entreprises qui perdent des centaines de millions de dollars dans leur smart contract. Et donc ça, c'est aussi une autre grosse menace, mais qui ne cible pas directement les porteurs de projets, mais plus les algorithmes en tant que tels. Donc voilà, un peu le panel de toutes les menaces auxquelles on a affaire. Voilà, dans l'idée, c'est les plus importantes. Merci. Bon, on a évoqué beaucoup les menaces, mais on va peut-être parler un petit peu de comment on contre ça, en tout cas peut-être les outils pour sensibiliser, etc. Émilie, voilà, déjà, est-ce que vous pouvez donner... Sur les techniques en fait, qu'on peut développer. Alors, moi, je vous disais, nous, on intervient quand l'infraction a été commise. Donc, on développe un beau niveau d'expertise dans le recueil de la preuve numérique. Alors, ça se présente sur le plan du software, donc essayer de finalement décoder le fonctionnement de logiciels pour récupérer des données qui pourraient nous permettre de recueillir des éléments de preuve d'identification ou des traces en fait de méfaits. Mais également le hardware. Donc, on a un centre national d'expertise numérique qui est basé à Pontoise. Donc un laboratoire équipé de beaucoup d'outils, dont des lasers. Mais l'idée, en fait, c'est d'examiner en fait des composants et d'en extraire des données, mais c'est des composants qui sont parfois endommagés, qui ont pu séjourner dans l'eau, par exemple. À l'occasion d'une interpellation, on peut se débarrasser finalement d'un téléphone portable ou d'un ordinateur pour effacer des preuves. Et donc là, mais nos geeks sont capables finalement de recueillir de la donnée qui permettra d'extraire, encore une fois, des images, des listes, des fichiers qui pourront être exploités. On a également un laboratoire d'innovation. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense que dans le domaine du cyber, la compétence, c'est vraiment un enjeu. C'est-à-dire avoir la compétence au sein de vos équipes et également la fidéliser. Donc,
nous, on essaie finalement d'avoir by design en gendarmerie des officiers de gendarmerie à la fois décommissionnés, sous contrat, mais des gens qui sont vraiment des spécialistes, des chercheurs aussi, qui donc finalement à l'occasion de recherche pour la gendarmerie, mais pour aussi la communauté, donc avec beaucoup de partenariats développés avec des acteurs privés, de la recherche, du monde de la cybersécurité, des étatiques, des étrangers aussi, beaucoup de forces de l'ordre étrangères avec qui on coopère. L'idée étant de, si ce n'est au moins d'anticiper, au moins de veiller les nouveaux usages, les nouvelles technologies, et puis être en capacité de réagir une fois que les délinquants se seront adaptés pour continuer à recueillir ces preuves dont on a tant besoin pour les présenter devant la justice. Et puis la dernière qualité que je peux donner, c'est finalement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'organisation territoriale. On a des cyber-gendarmes, enquêteurs qui sont répartis donc, sur toute la France et en Outre-mer. Et on a une spécificité, c'est les fintech. Donc eux, ils sont capables de maîtriser suffisamment l'outil numérique pour tracer les cryptos, pour identifier les propriétaires, pour finalement mettre à jour un wallet dissimulé sur une clé USB ou dans un disque dur, et in fine pour pouvoir saisir ces cryptoactifs et en faire des avoirs criminels, donc qui sont finalement le meilleur moyen de porter un coup d'arrêt à leur action. Juliette ? Oui, je trouve que c'est intéressant ce que vous avez dit sur la compétence. Parce qu'en fait, les compétences en cyber sont assez rares. C'est des talents qu'il est difficile de ramener chez soi, dans ses entreprises, etc. Et alors nous, on a aussi essayé de former des gens en interne sur ces sujets-là, parce qu'il y avait des devs chez nous que ça intéressait et qui du coup se sont formés, mais ça prend du temps. Et je pense que collectivement, on a intérêt aussi à créer un écosystème cyber qui soit dynamique en France, avec des startups, de la recherche, du régulateur aussi, mais pour avoir une masse volumique de talents qui ensuite va pouvoir travailler à contrer les menaces. Donc, je pense qu'il y a un sujet là-dessus, et je pense qu'on a besoin de licornes de la cyber. Donc, Tetris est un bel exemple avec une levée de fonds. C'est pas fait encore. C'est pas encore licorne, mais ça s'en rapproche. Les levées de fonds en cyber sont quand même plus petites que ce qu'on peut voir dans la fintech. On a un écosystème qui est probablement plus jeune. Nous, Hubble, on était une boîte qui avait une trajectoire intéressante dans ce domaine, comme d'autres sur notre secteur de l'identité. On a plutôt choisi l'exit parce que c'était pas simple de se développer aussi dans un contexte français où les certifications peuvent prendre du temps et ne collent pas tout à fait au rythme start-up, qui en fait vont pouvoir parfois ralentir le développement des pépites. Et je pense qu'il y a une question d'écosystème. Donc il y a le campus cyber là, qui est arrivé récemment, qui je pense est une excellente dynamique autour de la formation, etc. Mais on attend les licornes cyber. Ça ne sera pas Hubble, mais on va participer au développement de Checkout, qui est une multilicorne. Donc je pense que c'est aussi une très très belle aventure pour nous, et ça va être exceptionnel, et avec des niveaux d'investissement qui sont très sympas de leur part. Et avec des équipes françaises. Mais il y a un enjeu, je pense, sur investissement, formation des talents, et faire en sorte que les licornes, que les pépites deviennent des grosses boîtes. Je suis complètement d'accord, surtout sur l'aspect écosystème. Je trouve qu'on a encore trop peu de formation autour de la cybersécurité ou d'opportunités, surtout dans les grandes écoles. Et donc sur le plateau de Saclay, qui est un milieu que je connais bien parce que il y a encore quelques semaines je fréquentais, et on a très peu d'opportunités pour se former vraiment bien en cybersécurité encore aujourd'hui, quoi. Effectivement, il y a un sujet talent, il y a effectivement le campus cyber, nous on est membre, on est installé là-bas d'ailleurs, et on est assez actif dans la formation. Ce dont on se rend compte, c'est exactement comme Juliette, c'est qu'en fait on embauche des jeunes ingénieurs, assez jeunes d'ailleurs, en général très souvent ça se termine à la sortie d'école parce qu'il y a tellement pénurie qu'en sortie d'école c'est encore
faisable, il y a encore des candidats. On les forme, on leur apporte le savoir-faire à la française et clairement on a des formations excellentes et des ingénieurs excellents. On les forme à la cybersécurité, exactement comme tu disais, parce qu'ils sont ingénieurs dev hyper puissants mais moins cyber. Et ensuite, il y a le sujet de la rétention, exactement ce que tu disais. La fidélisation plutôt. Fidélisation ou rétention, parce que mais quand il y a des GAFAM qui frappent à la porte et qui proposent des salaires qui sont astronomiques, il y a certaines personnes qui prennent et on peut, bien entendu, c'est normal aussi dans un parcours personnel d'avoir envie de changer de boîte, mais bref. Il recrute moins là. Ouais. Donc, Tout le monde recrute moi. Et c'est un enjeu de société. Sensibiliser à la cybersécurité depuis l'école, sensibiliser aux métiers techniques depuis l'école, parité, etc. Enfin, tous des sujets qu'on voit aussi ailleurs. Hein, mais vraiment, tout le monde peut aller dans la cybersécurité et il y a un vrai besoin, puisqu'il y a des vrais risques. Et je pense même, juste pour corroborer là-dessus, que dans l'enseignement en France, dans la cybersécurité, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus de pratiques que les autres matières de l'informatique qu'on peut avoir et qui sont enseignées dans la majorité des écoles en France. Et on remarque, en tout cas, moi de mon côté, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que les meilleurs ingénieurs en cybersécurité, c'est ceux qui sont passés par beaucoup de challenges, de compétitions en ligne. Et c'est souvent du travail qui est fait en dehors de l'école, en fait, et qui sort complètement du cursus. Donc voilà, peut-être un gros enjeu à travailler et peut-être réinventer, réimaginer les formations sur ce plan. Allez, un dernier conseil chacun que vous avez aux entrepreneurs, en tout cas, qui seraient dans la salle. Moi, je vais commencer. Oui. N'hésitez pas à contacter la gendarmerie si vous êtes, avant d'être victime. Hein, on peut partout en France, oui. Donc, il y a le 17, mais en fait, il y a aussi une brigade numérique. Donc, puisqu'on est dans le cyber, on a une brigade en fait qui est sur une application qui s'appelle Ma Sécurité. Vous pouvez les joindre en direct, en chat. Ils sont totalement disponibles H24, 7 sur 7. Et on peut répondre à tous vos besoins de conseils, mais également de prendre en compte une pré-plainte en ligne, vous mettre en relation avec un officier de gendarmerie ou un sous-officier pour traiter de votre affaire. N'hésitez pas, voilà. En fait, on n'est pas là que quand la crise est survenue. On est là aussi en amont pour la prévention. Voilà. Du coup, je vais bien rebondir direct. Anticiper, en fait. Anticiper, ça veut dire à la fois sensibiliser et à la fois équiper vos systèmes. Le minimum légal, c'est de couvrir, comme je dis toujours, les 80-20. Donc, les attaques par ransomware que l'on voit partout et tout le temps et trop dans la presse. Et pour ça, équiper vos ordis, vos serveurs, téléphones mobiles aussi éventuellement, mais surtout les ordis et les serveurs, parce que c'est le cœur de vos boîtes, de solutions qui détectent et bloquent les cyberattaques en temps réel. Donc moi je vais revenir un peu sur peut-être un conseil autour de la crypto. Ça serait acheter un ledger. Donc un ledger c'est une des licornes françaises qui fait ces petits portefeuilles numériques physiques et qui sont bien pratiques pour pas se faire subtiliser les fonds ça prevent les attaques logicielles. Donc si votre ordinateur se fait hacker, vous conserverez vos crypto-monnaies et vos fonds. Donc voilà, c'est une super boîte. Et on recrute aussi. Moi, j'ai, je pense, deux conseils. Donc, un très rapide. Je pense que c'est important de faire une analyse de risque de vos boîtes. Ça ne prend pas forcément énormément de temps, mais ça va vous permettre d'identifier potentiellement vos gros trous. Et ça va vous permettre aussi de créer une culture où les employés vont se poser la question, de dire oui, c'est vrai que ça peut arriver. Et voilà, donc ça peut passer par un atelier d'une journée dans vos boîtes et l'investissement est très faible, mais derrière ça vous protège et ça vous tire vers le haut. Donc ça, je pense que c'est une bonne manière de démarrer. Et l'autre conseil que j'ai, c'est on oppose souvent sécurité et convenience, user experience. C'est sûr que quand on pense à un onboarding sur une fintech, la manière la plus simple d'onboarder un usager, c'est de ne pas faire de vérification d'identité. Donc on ne lui demande rien et on lui file un compte et c'est parti. Donc c'est vrai. Vous aurez une excellente conversion si vous faites ça. Le problème, c'est qu'il y a des risques qui existent et comme je vous ai dit, l'intensité, elle est forte. Donc la question, c'est toujours mettez en balance vos risques
et pour ça, il faut les connaître, d'où votre analyse de risque, et la convenience de vos parcours, la facilité d'utilisation et la productivité de vos employés, etc. Aujourd'hui, avec les avancées des boîtes cyber, avec les nouvelles technologies qui sortent, l'opposition est de moins en moins vraie. On arrive à résoudre des gros problèmes de sécurité tout en conservant des expériences utilisateurs de très bonne qualité. Et donc c'est vraiment les deux pans d'analyse qu'il faut regarder à chaque fois, parce que le but c'est d'être quand même de faire du business, quoi. Donc il ne faut pas empêcher les usagers et vos employés, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir rendu les échanges hyper dynamiques. C'est hyper important, c'est très sympa. Merci encore et à bientôt. Merci à vous. Merci.